bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Coproduit avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du marché, organisé par Comexposium. Je suis Cyril Duplessis et acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole à ceux qui font notre écosystème, prestataires comme commerçants. L'idée est de comprendre le marché et de nous intéresser aux enjeux et aux perspectives du retail et de l'e-commerce en France. Nous recevons soit un retailer seul, soit un prestataire accompagné d'un retailer. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je voulais vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de voter 5 étoiles pour ce podcast. Vous pouvez même laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous innovons puisque nous enregistrons le témoignage simultané de deux intervenants. François Loviton, DG Retail de Google France, invite Annabelle Chaussat, directrice marketing et e-commerce de Fnac Darty, à venir partager le micro avec lui. L'idée est d'échanger au sujet d'une vision et d'une compréhension des enjeux marchés du retail en France. Nous allons aborder 3 grands thèmes. Le premier, les nouveaux comportements des consommateurs, puis comment les retailers s'adaptent et continuent à s'adapter, et enfin, comment les annonceurs peuvent-ils prendre la parole dans ce nouveau paradigme. François, la première question, elle s'adresse d'abord à toi. Excuse-moi, Annabelle, de d'abord la poser à François, mais le consommateur post-Covid n'est plus tout à fait le même. Il a des nouveaux besoins. En quoi ses habitudes de consommation ont-elles changé ? Qu'est-ce qui, en fait, va rester ? Qu'est-ce qui est plus conjoncturel ? Écoute, Cyril, d'abord bonjour et merci beaucoup de m'avoir proposé ce podcast. Et merci à Annabelle d'avoir accepté mon invitation parce que j'ai trouvé que dans ce temps de forte incertitude et de complexité, deux, c'est mieux qu'un, et en particulier d'avoir une femme leader chez un retailer comme Fnac Darty à mes côtés permettait d'accompagner cette conversation et de donner le maximum d'informations. Pour répondre très directement à ta question, peut-être une première, on va dire, analyse, c'est que ce que nous avons constaté, nous, sur les plateformes chez Google depuis une dizaine de semaines maintenant, ce ne sont pas des comportements nouveaux qui n'existaient pas du tout avant la crise, mais c'est plutôt une accélération des tendances perçues avant la crise. Et si tu me permets, je vais donner quelques chiffres pour illustrer mes propos. Tout d'abord, on parle beaucoup de l'e-commerce. Je vais parvenir sur l'accélération de l'e-commerce du point de vue chiffre d'affaires pendant cette période de crise. Mais sur nos plateformes, on avait déjà une forte croissance à 2 chiffres des requêtes autour des intentions de commerce. Et elles se sont accélérées pendant cette crise avec 2 exemples concrets. Tout ce qui est produits de bricolage, de la maison et du jardin, c'est plus 40% de requêtes pendant cette période. Et en particulier la partie alimentaire, ce n'est pas une surprise, mais c'est des croissances à 3 chiffres. C'est plus de 100% avec des pics pendant plusieurs semaines à 200 ou 300% de croissance des requêtes. Autre illustration, c'est le type de requête, le contenu de ces requêtes. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a bien sûr la recherche de produits, d'intention de produits, mais aussi beaucoup de recherche, ce qu'on appelle de curiosité. C'est-à-dire qu'avant, je passais beaucoup de temps pour rechercher un produit électronique sur Internet et sur notre moteur de recherche. Également, cette recherche et cette curiosité se traduit sur des produits, on va dire, avec moins de considération au passé. Donc, sur les produits alimentaires, la composition des produits, l'apport calorique de chaque produit, dans le melon, dans le steak haché, c'est plus 100% de croissance pendant la crise. Et puis, de manière anecdotique, il y a aussi une croissance qui était assez amusante. Les régimes, j'ai découvert le régime keto, K-E-T-O, c'est un goût cétogène. Alors pour les puristes, c'est les régimes sans glucides et uniquement à base de lipides. Et c'est aussi plus de 100% de croissance pendant cette crise du Covid. Et ça illustre en fait le changement des comportements qu'on voyait depuis plusieurs années, un peu en dessous du radar, qui était la recherche d'informations très précises sur les ingrédients, la composition des produits d'origine, la traçabilité. Et puis enfin, au-delà de ça, c'est aussi la recherche au-delà des produits sur les moyens d'acquérir ces produits, de les acheter.
avec une recherche beaucoup plus forte sur le local, sur le drive. Les recherches sur le drive ont été multipliées par 8. Et puis les recherches de click and collect aussi ont été multipliées par 14. Et là aussi, c'est des tendances qu'on voyait apparaître depuis quelques années maintenant, qu'on appelait la recherche du local. Et ça se comprenait parce que les gens ont un téléphone mobile avec eux et ont aussi une exigence et une impatience par rapport au fait d'acquérir ces différents produits. Il y avait en fait cette volonté de pouvoir très vite acquérir les produits autour de chez eux. Deuxième tendance qu'on a constatée, au-delà de cet accroissement de cette curiosité, c'est l'accroissement du temps passé au total sur les médias et la vidéo en particulier. Les Français n'ont jamais eu autant besoin de s'informer, de se renseigner. On l'a vu avec bien sûr le temps passé sur la télévision, mais en particulier nous sur YouTube, notre plateforme vidéo, on a une explosion du temps passé et des recherches. Alors, par exemple, là aussi je cite un chiffre, les gens on cherche comment faire un barbecue maison, 650% de croissance de ces requêtes. Et c'est effectivement toute la puissance de YouTube aujourd'hui qui est devenu un média incontournable pour la consommation vidéo et qui se traduit notamment, c'est intéressant, par une consommation bien sûr sur les objets qu'on a l'habitude d'utiliser, le téléphone mobile, l'ordinateur, mais aussi la télévision. Sur le mois de mars 2020, on a plus de 15 millions de personnes qui ont pu consulter YouTube sur leur écran de télévision. Donc quand on voit aussi finalement le temps passé global sur la télévision, il y a une part significative qui est sur ces nouvelles plateformes vidéo et qui traduit aussi une tendance de fond qui s'accélère. Enfin, la dernière tendance importante qu'on a vue, c'était la grande question des marques. Est-ce que je dois être présent pendant cette crise? Est-ce que je dois communiquer avec mes consommateurs? Et là, en fait, c'est pas Google qui le dit, mais c'est le baromètre Covid de moniteur de Kantar, qui dit que 86% des Français s'attendaient et s'attendent à ce que les annonceurs continuent de communiquer. Et on a vu effectivement, nous on a analysé beaucoup de publicités qui ont été passées sur notre plateforme YouTube. Et on a constaté en fait finalement que même les marques qui ne mentionnaient pas forcément la crise ou qui n'avaient pas changé leur mode de communication continuaient finalement d'avoir une adhésion et avec les différents critères de mesure qu'on a d'adhérence ou de ce qu'on appelle le Brand Lift Survey qui permet de mesurer l'adhérence à une marque, l'adhésion à une marque, ça a continué, y compris pendant cette période de Covid. Voilà. 3 mouvements importants, l'accélération du e-commerce et des intentions d'achat, l'accélération du temps passé sur les plateformes vidéo, et puis l'accélération de l'attente que les marques communiquent auprès des consommateurs, parce que quand elles communiquent, elles donnent finalement aussi du conseil, de l'information importante dans ces temps compliqués. Finalement, ce que tu es en train de nous dire, François, c'est que le consommateur avait déjà une forme de maturité, qu'il y a des sujets qui étaient déjà, dont il s'était déjà saisi, et tu les as bien illustrés. Et la crise, le confinement, le Covid-19 a été un accélérateur. Annabelle, de ton côté, chez Fnac Darty, est-ce que vous dressez à peu près le même constat? Oui, on est tout à fait en phase avec ce mouvement de fond. Les Français ont pris le goût du web. Moi, c'est comme ça que je le résume. Vraiment, ils ont goûté parce que ils n'avaient plus de magasins et voilà, ils étaient privés de leurs commerçants et de leurs achats, leurs boutiques préférées. Et donc, ils ont été contraints, pour la plupart d'entre eux, à acheter par Internet. Et ils ont pris goût. Et donc, c'est vraiment, à notre sens, c'est un mouvement de fond. Évidemment, on a, en tant que retailer, vu toutes nos bases d'acheteurs énormément explosées pendant cette période. Et ça, c'est un mouvement de fond qui est très fort, qui est fort depuis un certain temps, mais là, qui a été accéléré de manière assez impressionnante. L'autre point aussi d'illustration de cet élément-là, c'est finalement le développement du télétravail. On a tous été contraints pendant cette période du Covid à travailler de chez nous. Donc ça a été une grande expérience auquel on s'est tous adaptés de manière extrêmement rapide. Il faut saluer vraiment là, tout le travail qui a été fait, je pense, par toutes les équipes informatiques pendant cette période de Covid pour mettre en œuvre tous ces éléments-là dans toutes les entreprises qui n'étaient pas forcément préparées à un tel mouvement de masse. Et ça va rester durablement finalement dans les habitudes de consommation des Français, puisqu'on a télétravaillé, on s'est équipé pour télétravailler, on a vu nos ventes, nos requêtes et nos ventes de tout ce qui est ordinateur,
PC portables, moniteurs et tous les environnements et accessoires autour du télétravail qui ont vraiment très très bien performé pendant cette période et qui continuent même après cette période finalement de déconfinement. Et ça, c'est certainement un mouvement porteur de fond, de nouvelles façons de travailler et de nouvelles consommations qui est porté par ces éléments-là. Ça, c'est pour nous un point évidemment très important, hein, puisque que ce soit Fnac ou Darty, on est très présents sur ces marchés-là. Et puis le deuxième point aussi qu'on a vraiment repéré de manière extrêmement opérationnelle, c'est tout ce qui est homemade, et finalement retour au divertissement à la maison, où finalement les Français ont cuisiné, hein, ont pris le goût de cuisiner du fait maison, et donc évidemment ont acheté beaucoup de produits autour de la cuisine et qui leur permettaient de le faire, mais aussi de jeux. On a vu des retours, des jeux de société et des jeux à partager en famille, qui a fait partie des bestes de cette période et qui est, à mon sens, vraiment un élément aussi assez profond et assez durable dans cette crise. Et finalement, c'est positif aussi dans cette crise du Covid. Alors Annabelle, merci, mais je me souviens que quand on avait discuté en octobre sur ce même podcast, tu parlais justement de l'engagement de Fnac Darty dans, on va dire, le reuse, tu vois, le fait d'avoir toutes les notions de RSE, de responsabilité. Est-ce que finalement, vous commencez à percevoir aussi que c'est une tendance qui s'inscrit chez vos consommateurs, des attentes par rapport à cette proposition d'une enseigne comme Fnac Darty? Tout à fait. Comme le disait François tout à l'heure, finalement, cette crise, elle a accéléré un certain nombre d'effets qui avaient démarré avant la crise. Cette envie des Français de s'orienter vers des produits plus réparables et plus durables était déjà forte avant, et elle a été accélérée pendant cette crise, elle continue maintenant, et on a mis en place un certain nombre de services liés à cet élément-là, et notamment un abonnement qui permet de réparer tous ces produits de gros électroménagers chez Darty, hein, qu'on a appelé Darty Max, qui vraiment a un succès incroyable et qui n'en démord pas. Et même pendant, tu vois, cette période où c'était difficile pour nos équipes d'intervenir à domicile pour réparer, et bien même pendant cette période, on a continué à le faire et à garantir notre service pour être toujours proche de nos consommateurs et de nos clients. Donc c'est un mouvement de fond, c'est un mouvement de fond fort. Après, moi je dis toujours, on vient de sortir de cette période de crise, donc on est à quelques semaines à peine post-période. Il faut regarder comment tous ces éléments qui restent encore dans une forme d'incertitude vont évoluer dans le temps, elles vont évoluer dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. On est convaincus, ne serait-ce que par l'âge des clients qui nous font part de cette évolution, hein, puisque c'est souvent les millennials et même les jeunes qui nous renvoient vers ce besoin du réparable et du durable pour l'installer vraiment définitivement dans nos modes de consommation. Merci Annabelle. François, avant qu'on passe justement sur les enjeux du retail, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? Alors oui, je voulais rebondir sur un point très intéressant d'Annabelle sur le télétravail et confronter deux tendances que l'on a vues effectivement sur les 11 dernières semaines et pour avoir peut-être une projection sur un monde futur. Il y a la tendance du télétravail dont a parlé Annabelle et il y a la tendance qu'on a vue nous sur nos plateformes d'une recherche très très forte d'informations sur ce qui se passe en magasin, sur les horaires d'ouverture du magasin, il y a du service pick-up, quels sont les produits disponibles. On a une accélération très forte de est-ce qu'il existe un produit disponible dans le magasin avant que je m'y rende. Et ça, c'est une tendance qui continue. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les gens, en fait, préparent beaucoup plus online leur parcours d'achat ou leur shopping journée dans le magasin. Et quand on confronte finalement ces deux tendances du télétravail d'une part et de cette préparation en amont, je pense qu'il y a aussi une opportunité de réfléchir pour les commerçants à une nouvelle expérience magasin. Hein, là où on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes qui pèsent sur le magasin au niveau des contraintes sanitaires. Si celle-ci perdure, il y a une opportunité de créer un nouveau service qui est en fait le mélange du télétravail et de la préparation de ma vente magasin où je pourrais interagir avec un vendeur qui est en magasin avant d'aller en magasin. Je pourrais faire par exemple du showrooming, me montrer
les produits avant que j'aille éventuellement en magasin et retirer le produit en click and collect. Là, voilà, c'est plus une idée. Là, j'ai pas d'insight à partager, mais en tout cas, on voit bien que les différentes tendances qu'on voit peuvent aussi se combiner pour faire émerger des nouveaux services. Et une enseigne comme Saint-Cartier est très très bien positionnée sur ce type d'approche, puisque le service est un peu au cœur de l'ADN de l'enseigne. C'est une super transition justement vers la deuxième partie, le deuxième thème qu'on souhaite aborder, qui est donc justement, effectivement, on a vu le retail quand même s'adapter pendant le confinement. On a vu par exemple les drives se développer auprès d'enseignes qui n'étaient pas habituées à proposer ce genre de service. On a vu aussi la force finalement des actions et du commerce unifié, c'est-à-dire globalement de l'omnicanalité. De manière plus générale, François, quels sont les enjeux marchés et opérationnels auxquels doivent répondre les retailers? Et après, évidemment, on s'intéressera, on reposera la même question à Annabelle. Alors, peut-être pour poursuivre sur ce concept d'incertitude qui est inhérent à cette crise et qui, là encore une fois, a été assez présent. Si on se met dans cette perspective où les mois qui viennent et les années qui viennent vont rester marqués un peu sur le sceau de cette incertitude, et en même temps, et Annabelle l'a souligné, la nécessité pour les commerçants de tout de même rentrer du chiffre d'affaires et rentrer du chiffre d'affaires rentable, il y a une nécessité d'adapter effectivement un certain nombre d'éléments et de fonctionnement du commerçant. Le premier, c'est de comprendre qu'effectivement, on est dans ce que j'appelle l'économie de l'intention. Les gens vont beaucoup plus partir de l'intention qu'ils ont que de stimuli externes. Et le point important par rapport à ça, c'est que le commerçant doit effectivement capturer, s'ancrer dans la capture de ses intentions en temps réel, avec des insights permanents, une écoute permanente du consommateur pour savoir à quel moment, effectivement, il est important de pouvoir finalement écouter son client. Il y a un deuxième sujet qui est d'adapter son offre en permanence, l'assortiment, le prix, le plus rapidement possible et les services. Et enfin, un sous-jacent qui est important, qui est la transformation, ce qu'on appelle la transformation digitale, et qui finalement fait en sorte que dans ces nouveaux modèles qu'il faut accélérer, la capacité du commerçant de dégager une marge, et donc de changer ou de réduire ses coûts fixes pour pouvoir finalement délivrer un service rentable soit présent. Ça, c'est les trois piliers. Et donc, vas-y. Sur le premier pilier qui est effectivement la partie insight, être en prise en permanence, en direct avec les intentions des clients. On avait un outil historique et on accompagne l'ensemble des commerçants, mais on a un outil grand public qu'on appelle Google Trends qui donne ces tendances. On rentre un mot-clé et on voyait l'évolution sur une courbe avec un indice sur chacun de ces mots-là, ces mots-clés. On lance un nouveau produit, donc depuis le mercredi 27 mai au soir, sur notre site Think with Google, qui va permettre à tous les commerçants de pouvoir accéder en temps réel à ce qu'on appelle les catégories de produits en hausse. Alors, c'est pas très marketing comme terme, mais en tout cas, ça veut dire ce que c'est exactement. Vous allez pouvoir effectivement découvrir en temps réel les produits et les catégories de produits qui sont en forte hausse de recherche sur notre moteur de recherche. Et vous pouvez voir cette croissance à la semaine, au mois ou à l'année. Donc, une très forte réactivité, une très forte capacité pour les commerçants de pouvoir réagir. Et c'est aussi avec une donnée géographique. On parlait du local tout à l'heure, du click and collect, de l'importance du magasin physique. Là, vous verrez par région les tendances des recherches. Oui, quelques exemples très concrets. Parce que c'est en fait un outil qui est vraiment concentré sur les insights français pour le marché France. Complètement. Et c'est dans chaque pays. Donc, c'est disponible pour l'instant aux États-Unis et dans un ou deux autres pays. Et ce sera disponible à partir du mercredi 27 mai au soir sur la France. Et donc, un exemple concret, sur le dernier mois en France, on a eu plus de 200% sur les porte-bagages pour vélo, les sièges vélo pour enfants ou encore les paddleboards qui reflètent l'essor du cyclisme des toutes dernières semaines. Et puis là, sur la dernière semaine, donc là, c'est tout chaud,
sans jeu de mots, vous allez voir pourquoi. On a plus 300% de croissance sur les climatiseurs à évaporation, plus 200% sur les climatiseurs et les piscines. Donc voilà, on cherche à s'équiper face à cette vague, cette fois-ci de chaleur qui arrive. Et je crois que Annabelle peut nous dire si c'est ce qu'elle voit aussi en magasin. Je confirme. On n'a jamais vendu autant de climatiseurs pour un mois de juin. Annabelle, de ton côté, finalement, François vient de bien de l'expliquer, il y a différents enjeux d'adaptation auxquels sont confrontés le retail. Et puis, tu es bien placé pour le savoir parce que vous avez été sur le terrain, vous, à vous adapter concrètement tous les jours dans tous les points de vente et puis aussi sur le digital. Selon toi, comment tu peux nous expliquer les enjeux face auxquels se trouve Fnac Darty ? On a plusieurs enjeux qui s'ouvrent aujourd'hui. Le premier enjeu qui rejoint un peu l'idée dont vient de parler François, qui est celle de la connaissance client. C'est une puissance incroyable dans le retail. Et aujourd'hui, on l'utilise à une capacité qui finalement pourrait se développer beaucoup plus encore dans les semaines et dans les mois qui viennent. On a été en mode pure player là pendant 2 mois. On a utilisé cette connaissance client de manière extrêmement fine et puissante grâce aux outils digitaux. Et ça, c'est une force qui nous a permis de nous adapter tous les jours aux besoins de nos consommateurs, suivant les stocks dont on disposait, suivant les demandes des consommations, puisque chaque semaine du confinement a été différente dans les attentes et dans la maturité des besoins de nos consommateurs. Donc cette connaissance client, elle prend différentes formes. C'est bien sûr des outils, des sujets de data et des sujets d'IT qui maintenant sont quand même facilités avec des outils comme le cloud, mais qui sont vraiment des enjeux pour nous retailers très forts. Et comment on l'exploite derrière dans tous les départements de l'entreprise pour en faire une puissance de décision extrêmement forte dans notre quotidien. Ça, c'est certainement un gros enjeu et un des premiers enjeux. On a ensuite, bien sûr, un enjeu très fort sur la partie CAPEX et la partie outils logistiques et IT. Forcément, une crise comme ça laisse des traces sur la partie endettement de nos sociétés. Et donc, nos CAPEX ne seront pas les mêmes. Et je pense qu'encore plus qu'avant, nos choix, la force de choix très fort pour investir sur les outils de demain et ceux qui pourront faire la différence dans nos choix business sont encore plus nécessaires qu'il y a 3 mois. Donc ça, c'est un deuxième enjeu très fort pour nous, c'est d'avoir des choix de projets de transformation qui soient très marqués et moins nombreux de ce fait, puisqu'on aura moins de moyens, comme le disait François, sur nos marges de produits. Donc forcément, on aura moins de moyens. Et à partir du moment où on a un peu moins de moyens, mais il faut choisir encore plus ces combats et les mener de manière extrêmement performante. Donc ça, c'est notre deuxième grand enjeu, je dirais, je résumerai ainsi. Et puis après, on a évidemment un enjeu d'agilité qui a révélé extraordinairement cette crise. On en parlait en off juste avant cet entretien, où finalement, on a déterminé ensemble de faire cet entretien il y a 2 jours. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous, dans notre façon de travailler, dans notre mode de penser, dans une profonde évolution des mindsets, pour se dire qu'aujourd'hui, on peut être agile. On a su fonctionner en mode agile de manière extrêmement fine et fonctionnelle, et que ça va devenir de manière forte intégrée dans notre day-to-day de grandes entreprises de retail qui avaient plus un mode de fonctionnement, on va dire, mensuel ou trimestriel, que finalement hebdo ou journalier comme on a pu l'avoir dans cette période. Donc ça, c'est un enseignement fort de fond et un challenge pour nous finalement de new normal et de ne pas revenir au normal d'avant cette période de Covid. Merci Annabelle pour ton analyse. J'ai une question supplémentaire à te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de vous projeter dans ce que seront les points de vente physiques dans le futur? Est-ce que comment ils s'imbriquent encore plus avec finalement l'expérience d'achat digital? Est-ce qu'ils auront encore plus un rôle de conseil, de showrooming? Est-ce que c'est des questions auxquelles vous vous attelez déjà? Oui, tout à fait, parce que évidemment, nous, on est
des grands fervents de l'omnicanal, de l'alliance de la puissance du local avec nos magasins, 750 magasins partout localement, et de la puissance du web qui offre évidemment une accessibilité dans tous les territoires qui est juste formidable. Et on voit que c'est d'ailleurs l'association des deux qui fonctionne souvent très très bien dans un business local. Donc nous, on est évidemment des adeptes de ce nouveau commerce, qui est un commerce omnicanal, et on voit que le rôle du magasin a vraiment énormément évolué. D'abord, on a appris à finalement un nouveau marketing, qui est le marketing de la santé, qui est celui finalement d'avoir des salariés en bonne santé et des clients en bonne santé, et donc de mettre énormément de mesures de sécurité en place, et ça a été extrêmement apprécié des clients. C'est un point de vigilance très fort à avoir aujourd'hui dans ce nouveau commerce. Et puis l'humain, ce qu'ont apprécié particulièrement nos clients dans ces semaines de reprise, ce sont les welcomers, où on a choisi d'avoir les meilleurs de nos managers qui sont à l'accueil de nos magasins pour accueillir nos clients, pour évidemment institutionnaliser ces gestes de santé, mais surtout les orienter pour être plus efficients dans leur expérience d'achat. Et ça, c'est certainement un nouveau job qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir en France. Vous voyez beaucoup aux États-Unis un welcomer, dans n'importe quel magasin américain, c'est depuis des années en place. Chez nous, c'était assez peu institutionnalisé dans le retail. Et je pense que c'est un marqueur fort que va nous laisser cette période où finalement on apprécie énormément cette incarnation humaine qui nous permet finalement de répondre à des besoins de consommation qui sont, si je suis pressée et je sais exactement ce que je veux, on peut répondre très vite à ma demande. Et si j'ai besoin de conseils et qu'on passe du temps avec moi pour une démonstration de produit, pour aller dans le détail de comparaison de plusieurs produits, eh bien on pourra le faire aussi en magasin. D'accord. Et on croit en cette capacité à accompagner nos clients en magasin sur évidemment la force de notre conseil, mais aussi la force de nos process, de nos flux pour être le plus efficient possible pour nos clients. Merci Annabelle. François, est-ce que avant qu'on passe sur la prise de parole, tu veux rebondir sur quelque chose que Annabelle vient de commenter ? Écoute, j'ai écouté avec attention et passion parce que je trouve que tout ce qu'on fait, les retailers en général pendant cette période, et Fnac et Darty en particulier, je trouve qu'on doit tirer un grand coup de chapeau parce que effectivement l'agilité, la rapidité et la capacité de se réinventer et d'être au service du client et de leurs collaborateurs, je trouve a été remarquable. Donc vraiment bravo. J'en profite pour le dire aujourd'hui. Non, ce que je voulais aussi, c'est peut-être, on a parlé d'humain, des clients, des collaborateurs. Je voudrais parler peut-être de l'économique aussi, parce que c'est un point important. Il faut effectivement s'assurer que le maximum de commerçants puissent d'abord réussir leur année et puis effectivement maintenir une rentabilité. Et sur ce sujet-là, l'accélération du online est aussi une opportunité pour finalement optimiser les coûts et la rentabilité. Je pense que d'abord, le online a le grand mérite de permettre au sens large de variabiliser le maximum de coûts. Parce qu'en fait, on investit, notamment quand on fait du digital marketing, quand les clients cliquent et quand ils achètent. Donc, on peut avoir un calcul, on va dire, du coût investi ou très, très rapidement et en temps réel. Donc, ça permet de variabiliser tous ces coûts. Le deuxième aspect, c'est que ça permet de tester. On parlait de la grande incertitude sur les comportements, sur les produits que les gens vont acheter, à quel moment ils vont l'acheter, leur sensibilité au prix. Tout ça, peut être testé grâce à tout ce qu'on peut faire sur le online. Et c'est une grande valeur parce que nous, on est une plateforme de publicité, on est une plateforme technologique, mais on n'est pas des consultants marketing, donc on n'est pas capable de dire quel produit il faut acheter. On donne les outils pour permettre aux commerçants de tester. Et le test est très important pour pouvoir ensuite lancer à plus grande échelle des gammes de produits ou des stratégies commerciales et marketing. Et puis le dernier aspect, c'est que le online permet d'automatiser. L'automatisation, c'est aussi ce qui permet d'aller, cette fois-ci, aller chercher les clients là où ils se trouvent et de pouvoir leur apporter un service et puis de pouvoir personnaliser
finalement l'information que ces consommateurs vont chercher. Et l'ensemble de ces éléments-là, on le voit aujourd'hui, et Fnac Darty a testé beaucoup de choses pendant cette période. On va le voir aussi, on en parlera peut-être un peu après, mais c'est pour nous une priorité de pousser nos équipes produits en interne chez Google à faire en sorte que tous les produits permettent de créer de la valeur, de la rentabilité, et puissent être mesurés, testés toujours en temps réel pour pouvoir dégager des marges et de la rentabilité pour délivrer tous les services dont tu as parlé, Annabelle. François, j'ai envie de continuer un peu sur ta lancée et parler du troisième point qu'on avait évoqué, du troisième thème qui est celui de la prise de parole des annonceurs, de l'acquisition et de la fidélisation client. On l'a dit, le paradigme a changé. Tu viens de nous dire aussi très concrètement pourquoi finalement les outils digitaux sont un élément de réponse. Mais est-ce que tu peux aller plus loin? Comment les annonceurs peuvent faire pour se faire entendre, pour recruter de nouveaux clients? Est-ce qu'on peut faire de la promotion produit comme avant, quoi? Alors, je pense que, encore une fois, on a regardé un petit peu sur la partie YouTube les publicités, et on constate que les clients, par exemple, certes attendaient des prises de parole adaptées au contexte particulier de chacune des semaines qu'on a vécues, mais en même temps attendaient d'abord de chaque enseigne une communication un peu en vérité. C'est-à-dire qu'il n'était pas question pour une enseigne ou une marque produit de présenter ou d'aller sur un territoire qui n'était pas le sien. C'était d'avant tout de reconnaître ses valeurs, son engagement, ce qu'il faisait, et de construire simplement sur cette communication-là. Excusez-moi. Donc, c'est d'abord être solidaire et utile. Ça, c'est un point très important. 77% des consommateurs estiment que la marque doit parler de son utilité dans la nouvelle vie quotidienne. Et ces nouvelles vies quotidiennes peuvent changer d'une semaine sur l'autre, comme on l'a vu. Ensuite, favoriser vraiment une interaction, un échange le plus personnalisé possible pour pouvoir développer ce qu'on appelle un nouvel être ensemble, être ETRE. Et puis enfin, opter effectivement pour des formats de communication beaucoup plus directs et authentiques. Et là, il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites sur YouTube avec des publicités faites justement dans des contextes très réduits en moyens techniques, mais avec des vidéos, des prises de parole très, très simples, mais qui ont finalement atteint leur objectif parce qu'elles étaient authentiques. Et du côté de Fnac Darty, Annabelle, quelles sont les questions que vous vous posez par rapport à ce sujet-là? Pour nous, c'était assez évident qu'on ne pouvait pas parler aux consommateurs pendant cette période de la même façon finalement qu'en période normale. Pour nous, le point clé, c'est résolument de donner du sens. Et je pense que le travail formidable qu'ont fait les équipes marketing et digitales pendant cette période, ça a été de donner du sens à nos communications, de répondre aux attentes de nos consommateurs pendant cette période, autour du télétravail, autour de divertissement à la maison, on en a parlé. Et donc de dire finalement comment prendre la parole en donnant du sens qu'apportent nos marques dans ce contexte-là. Et donc on a eu, pour la Fnac, par exemple, on a relancé un petit film sur le retour de Jean-Luc. Jean-Luc, c'est celui qui a passé beaucoup de temps dans les magasins Fnac à lire par terre des BD sans jamais nous en acheter. Jean-Luc, il est assez connu pour la tranche d'âge des 40 ans à peu près de cette période-là. Et aujourd'hui, Jean-Luc, il a acheté sur Internet, sur Fnac.com. Voilà, et donc sur cette façon-là, de profiter, notamment, on leur proposait des e-books gratuits, qui a été pour nous une façon de travailler sur la culture pour tous et l'accessibilité pendant cette période sans valeur marchande finalement, et sans prendre la parole sur un prix barré ou une promotion ou une énième bonne affaire, mais bien de parler de du sens de la marque et de ce qu'elle apporte à nos consommateurs en cette période. Donc ça a été très apprécié côté Fnac.com. Et côté Darty.com, on a travaillé sur la proximité qu'offre Darty à ses consommateurs, à travers notamment tous les talents qu'ont développés nos clients pendant cette période de confinement,
qui ont beaucoup travaillé dans leur cuisine pour faire des bons petits plats à la maison, ou qui ont œuvré en télétravail en s'équipant d'un certain nombre de logiciels, d'outils dont ils ne connaissaient même pas l'existence avant. Et donc finalement, Darty.com les accompagne sur des sujets du quotidien comme cela, ce qui est l'essence même de Darty, de son sens du service et de sa proximité client. Et je crois que c'est ça avant tout qui finalement est le vrai marqueur de cette période de crise, c'est le retour au sens, à l'ADN de la marque et à ce qu'elle apporte à chacun de nous dans nos vies à ce moment-là. On en parlait avant d'enregistrer cette interview, justement sur les canaux de communication. Tu l'évoquais toi-même, Annabelle, en disant finalement, et François allait dans ton sens, hein, que la télé a été beaucoup plus consommée comme média qu'elle ne l'était avant la période de confinement. Les habitudes donc ont un peu changé. Question, est-ce que finalement il y a un retour de la pub à la télé, ou alors finalement le digital est plus que jamais un canal pour la prise de parole à privilégier? Je laisserai peut-être François compléter, mais notre vision, c'est de dire que la vidéo, elle est évidemment dans la vie de tous les jours de tous les Français aujourd'hui, la vidéo sous toutes ses formes. Et donc, on pourrait se dire, tiens, on est passé à une ère résolument digitale, et donc on fait tout en digital. Mon approche serait plutôt de dire aujourd'hui comment on est dans finalement la vie de nos consommateurs, et comme disait François tout à l'heure, en essayant de variabiliser un maximum nos investissements, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, la crise, si elle est passée par là, va diminuer un certain nombre de moyens qu'on avait l'habitude d'avoir. Et je crois que tout ce qui est média un peu plus variable, ou un peu plus agile, ou un peu plus flexible, aura évidemment notre saveur dans les semaines qui viennent, et de manière plus durable dans notre business. Tout ce qui vient accompagner de façon variabilisée notre business, que ce soit sur les aspects logistique, on l'a vu sur le débat sur les baux finalement des magasins, et sur cette partie-là qui aujourd'hui sont des frais fixes, c'est de se dire finalement dans le monde du digital on a énormément de frais qui sont variables, et je crois que le monde physique doit aussi évoluer vers des nouveaux modèles économiques plus proches de ceux du digital, qui sont particulièrement adaptés dans des moments d'explosion ou au contraire de récession, comme on a pu vivre ces derniers temps. En fait, vous parlez tous les deux de performance, c'est ça le mot-clé. Vous voulez avoir des actions de prise de parole qui permettent de mesurer leur performance pour pouvoir les adapter au mieux. François, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Et pour compléter, je pense que Annabelle est modeste, mais non seulement ils ont fait effectivement des campagnes remarquables sur le sens, et sur la partie créative, mais en fait il y a eu dans la partie que nous on a pu accompagner sur la campagne en cours et qui est présente sur YouTube, un travail très très élaboré sur les objectifs de ces campagnes, avec notamment un objectif qui était de se poser la question des nouveaux clients qui avaient découvert Fnac Darty et la partie e-commerce de Darty, comment finalement continuer d'engager, de communiquer avec eux, et en mettant en place des solutions qu'on appelle Customer Match, qui permet précisément d'identifier ces clients qui sont venus sur le site pour pouvoir leur adresser un message quelques semaines après, très spécifique pour leur finalement au-delà des fidéliser, en tout cas montrer que la marque va les accompagner dans la durée, et qu'ils peuvent aussi aller acheter un magasin demain. Donc voilà, il y a eu un travail très technique, et c'est ce que permet le digital aujourd'hui, c'est aussi de travailler les cibles et de la personnalisation, avec définir audience par audience le message finalement qu'on veut passer, et avec une vraie authenticité. Et puis il y a l'aspect effectivement que tu évoques, qui est l'aspect mesure, qui est extrêmement important. Et comme je disais, ici, s'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de confiance dans le média et dans sa rentabilité. Et c'est un autre volet qui est extrêmement important, où aujourd'hui, par exemple, dans nos plateformes, on peut mesurer ce qu'on appelle le store visit. C'est la capacité de voir le nombre de clients qui ont été exposés à la publicité et qui sont après allés en magasin pour effectivement découvrir l'offre ou acheter. Et là, c'est tout un tas d'éléments qui ont été mis en place par Fnac Darty,
et qui permet effectivement de non seulement construire ces belles histoires, mais aussi de construire tout un système qui va permettre de cibler les bonnes personnes et de mesurer l'impact derrière. Bah, écoutez, merci beaucoup François, merci beaucoup Annabelle d'être venus témoigner ensemble sur justement ces enjeux et les perspectives du retail en France. François, je rappelle donc thinkwithgoogle.com, le site sur lequel tous les commerçants, retailers peuvent se rendre pour aller chercher de l'insight sur les catégories de produits les plus recherchés. Hein, c'est bien comme ça qu'on peut le résumer. Voilà, qui est disponible donc à partir du 27, donc aujourd'hui le jour de l'enregistrement, hein, il sera diffusé demain le 28. Merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités, donc François et Annabelle aujourd'hui, de prendre la parole et de partager leur témoignage avec nous. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous pouvez m'envoyer un message sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et au revoir.